Par exemple, pour qu'elle puisse exécuter un amphi comme ça, il faudrait que ce soit ce qu'on appelle une entreprise générale. Ça veut dire une entreprise qui peut faire le gros œuvre, qui peut faire l'électricité, qui peut faire, tous les lots. Mais généralement, il n'y a pas d'entreprise générale. Donc c'est une entreprise de gros œuvre qui va sous-traiter le reste à le lot électricité à une entreprise d'électricité, le lot fluide par exemple à une entreprise fluide, etc. Maintenant, le maître d'ouvrage il peut décider de lancer le marché en lots séparés. Et c'est quoi la différence? Ça veut dire lancer chaque lot à part. Il va signer plusieurs contrats, autant de contrats que de lots. Et parfois même un même lot est séparé en deux. C'est quoi la différence et les avantages? En gros, quand on signe un marché à lot unique, c'est très confortable pour le maître d'ouvrage. Donc il aura une seule interface pour faire tout. Et quand il y a un problème, c'est cette interface. Donc il a une seule entreprise, une seule interface. Donc tous les problèmes, c'est forcément avec cette même interface qu'il va les traiter. L'inconvénient, comme je disais, comme il n'y a pas d'entreprise générale, donc cette entreprise, elle va faire le gros œuvre, mais le reste, elle va le sous-traiter. Et quand elle va le sous-traiter, qu'est-ce qu'elle va faire pour facturer? Voilà, exactement. Donc elle va sous-traiter, donc elle va en fait prendre le prix avec lequel elle sous-traite, elle va marger dessus. Donc elle va le multiplier par 1,2, 1,3. Ça veut dire que finalement le maître d'ouvrage, pour le gros œuvre, il n'y a aucun problème parce qu'il aurait acheté directement, mais pour les autres lots, il aurait en fait acheté à travers un intermédiaire. Donc ça lui aurait coûté un peu plus. S'il avait acheté directement, ça aurait coûté moins parce qu'il aurait acheté directement chez le fournisseur. Donc c'est ça le principal inconvénient, c'est le coût. Mais l'avantage, c'est vraiment qu'il aura une seule interface, donc c'est très confortable pour lui. Maintenant, quand on travaille en lots séparés, l'inconvénient, déjà l'avantage, c'est que ça va lui coûter moins cher, parce qu'il va acheter l'électricité directement chez l'entreprise d'électricité. Donc il aurait gagné 20% sur l'électricité, 20% sur le fluide, plomberie, etc. Donc ça coûte un peu moins cher pour lui, mais le grand problème c'est que c'est à lui-même maintenant, c'est à lui de gérer les différentes interfaces, et c'est là où on aura besoin de notre OPC. L'OPC, ça veut dire ordonnancement, pilotage et coordination, qui peut être exercé soit par le maître d'œuvre lui-même, soit par quelqu'un d'autre, parce que ce quelqu'un d'autre il doit être vraiment présent sur place, il doit avoir beaucoup d'expérience pour gérer l'interface entre tous les intervenants. Parce que la particularité, parce que déjà quand on parle de l'eau séparée, c'est que implicitement nous sommes dans le bâtiment. Parce qu'on parle rarement de l'eau séparée quand on est dans les VRD, même si on peut séparer les espaces verts vers le pavé par exemple, l'enrobé du reste, mais quand on est dans les lots séparés, c'est qu'on est globalement dans le bâtiment. De l'eau séparée, on va survoler rapidement, je sais que le temps nous manque, vous avez le gros œuvre, donc terrassement, structure, etc. Vous avez l'étanchéité, toiture, terrasse, et les étanchéités légères, donc au niveau des balcons, au niveau des jardinières et au niveau des salles de bain. On ne fait plus d'étanchéité dans les cuisines parce que le comportement des gens a changé, parce qu'avant on nettoyait avec beaucoup d'eau. Maintenant, comme on utilise moins d'eau pour les cuisines, donc c'est juste dans les salles de bain et balcons et jardinières. Il y a la charpente. Si la charpente existe, je ne sais pas si c'est du béton armé, mais il y a de la charpente. Il y a également les lots secondaires. Les lots secondaires, c'est le lot technique et le lot archi. Les lots secondaires, vous avez l'électricité. L'électricité, c'est courant fort, courant faible. Le courant fort, vous allez toujours les trouver soit sous l'abréviation CFCF, CF majuscule, courant fort, et CF minuscule, courant faible, ou bien CFO, CFA, courant fort, courant faible. Le courant fort, c'est un transfert de l'énergie, c'est-à-dire les lampes que vous avez entre la lampe et l'interrupteur, ou bien la prise, vous avez un câble, donc ça c'est du courant fort, parce que c'est un transfert de l'énergie. Et on l'appelle fort parce que c'est de fortes impulsions qui normalement il doit faire mal par rapport à la santé de l'homme. Et le courant faible, c'est pas un transfert d'énergie, c'est un transfert de l'information, comme le réseau informatique, comme la vidéosurveillance, ou bien l'accès par exemple, le système d'accès dans les hôtels 4 et 5 étoiles. Il y a le fluide, l'eau fluide qui comprend la plomberie. Quand on parle de plomberie, c'est alimentation, évacuation. Dans les bâtiments, vous avez les différents points d'eau. La machine à laver, WC, bidet, on se lave les pieds, receveur de douche, lavabo et l'évier dans la cuisine.
Donc il y a une alimentation pour alimenter le point d'eau et il y a une évacuation. L'alimentation, ça comprend alimentation eau froide, eau chaude. On a un peu le... Vous me stressez là. Donc alimentation eau froide, eau chaude. Mais eau froide, eau chaude dans certains appareils, lavabo, bidet, receveur de douche, éventuellement pour l'évier. Pour nos Guinée, il n'y a pas d'eau chaude dans l'évier parce que la température c'est 30 degrés toute l'année. Et pour le WC et la machine à laver, c'est uniquement une alimentation en eau froide. Et puis pour chaque point d'eau, vous avez une évacuation et toutes les évacuations sont raccordées sur une évacuation principale. Donc ça c'est la plomberie en gros. Nous sommes toujours dans le lot fluide. Fluide, ça comprend la plomberie et ça comprend ce qu'on appelle le CVC. CVC, chauffage, ventilation et climatisation. Le chauffage. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau chaude. Donc ça suppose qu'il y a une source d'eau chaude. Ça peut être une chaudière, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être des pompes à chaleur, ou parfois ça peut être un système qui combine plusieurs sources de chaleur. Donc ça chauffe l'eau, ça les envoie vers les appareils sanitaires. Mais cette même eau chaude, on l'envoie vers des appareils qui sont émetteurs de chaleur. Donc dans les radiateurs, je ne sais pas si on a ici, dans des radiateurs et aussi pour chauffer parfois les planchers, dans les serpentins. Donc il y a le chauffage, il y a la ventilation. Vous connaissez la ventilation? La ventilation, c'est pour renouveler l'air à l'intérieur des locaux. Et vous avez plusieurs types. Vous avez une ventilation naturelle, quand vous ouvrez les portes, l'air change automatiquement. On a un peu la liberté de faire comme on veut. Faire par exemple un stade qui ressemble à un nid d'oiseau ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais parfois on n'a pas cette possibilité parce qu'on est limité par le plan d'aménagement. Surtout si vous faites par exemple une résidence, une villa ou quelque chose comme ça, vous avez déjà des règles prédéfinies qu'il faut respecter. Donc généralement pour les marchés publics, vous avez un concours qui est lancé et chaque architecte il va faire sa proposition et par la suite, le maître d'ouvrage toujours avec son équipe, ils vont faire le choix de la proposition qui correspond le plus aux besoins du maître d'ouvrage. Mais par la suite, quand ils vont la retenir, ils vont la finir un peu, ils vont la faire des ajustements, supprimer des choses, ajouter des choses, jusqu'à se mettre d'accord sur la conception qui vraiment répond exactement à ce que lui, il veut. Et à ce moment-là, on peut passer aux détails, les coupes, les élévations, etc. Mais vous avez aussi, quand on n'a pas, surtout pour les marchés privés, on peut directement se mettre à l'avance d'accord avec un architecte, on s'assoit avec lui. Et puis, l'architecte, c'est comme un psychologue, parce qu'il faut qu'il s'assoie avec la personne, ou morale ou physique, et en fait, il faut qu'il comprenne d'abord, parce que le besoin, il est dans la tête du maître d'ouvrage, il n'est pas encore chez l'architecte. Donc, il va s'asseoir avec lui, il va lui poser un certain ensemble de questions, etc. Si c'est une résidence, par exemple, il va essayer de comprendre c'est quoi le mode de vie de la personne, est-ce que c'est une personne qui tient aux traditions, est-ce que c'est une personne moderne. Est-ce que, par exemple, en Guinée, il y a des Guinéens dans la salle? Par exemple, en Guinée, les personnes qui ont les moyens, ils sont souvent polygames. Donc, l'architecte, il faut qu'il comprenne que la résidence, il faudrait qu'il soit, en fait, il faudrait qu'il mette dans sa tête que ça doit en fait prendre en considération la cohabitation de deux familles, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'il comprenne, exactement le besoin du maître d'ouvrage. Ensuite, il va essayer de traduire ça sous forme de plan. Au départ, c'est juste une esquisse. Ou bien, parfois, il fait plusieurs esquisses, 2 variantes, 3 variantes. Et quand la chose elle est validée, par la suite, elle va commencer à rentrer dans les détails, faire des coupes, faire des élévations, etc., etc. Mais son rôle ne se limite pas uniquement à faire la conception. D'abord, c'est une conception, mais par la suite, pendant les travaux, c'est aussi un suivi des validations et des contrôles de tous les lots tous les lots architecturaux. Ça veut dire les revêtements, par exemple, il demande à l'entreprise de proposer 2 variantes ou 3 variantes, c'est lui qui va faire le choix. Bien sûr, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, il va demander de proposer autre chose. Il va faire la même chose pour la menuiserie bois, ça veut dire les placards et les portes. Pour la menuiserie aluminium, il va faire également la même chose pour tout ce qui est architectural, même la peinture, tout ce qui est architectural.
Donc son rôle, il y a un rôle de conception qui est très important, mais il y a également un rôle de suivi et de contrôle, et aussi un rôle dans la validation des règlements avec l'entreprise. Parce que au bout de chaque mois, normalement, l'entreprise, elle présente une facture. Ça s'appelle un décompte, ça comprend plusieurs... On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça comprend plusieurs pièces. Et cette facturation, il faut qu'elle soit validée par plusieurs intervenants, dont l'architecte. Il faut qu'il soit d'accord sur le travail, parce que même si le travail il est exécuté, ça ne veut pas dire qu'on doit payer à l'entreprise, on doit le payer à l'entreprise. Il faut qu'il soit validé par l'architecte. Ça veut dire que c'est conforme. Parce qu'on ne paye pas quelque chose qui n'est pas conforme, on paye quelque chose qui est conforme. Donc lui également, il a un rôle de validation également des règlements. Donc je pense plutôt pour l'architecte. On passe au bureau d'études. Maintenant ou après? On passe aux questions ou... Je pense qu'on passe au bureau d'études et ensuite on ouvre les questions. D'accord, ça marche. Donc on passe maintenant au bureau d'études. Le bureau d'études, c'est un peu c'est lui qui est responsable sur bien sûr, d'un côté, le dimensionnement, ça veut dire le dimensionnement du béton armé, donc tout ce qui participe à la solidité de l'ouvrage, mais également, parce que le bureau d'études, c'est du béton armé, c'est un dimensionnement de la charpente, par exemple, au cas où il y a de la charpente dans le projet, mais c'est également des parties, des lots secondaires, que nous allons voir tout à l'heure dans la partie dans les parties marché à l'eau séparée. Et on peut avoir un bureau d'études qui fait toutes ces prestations, qui fait toutes ces études, qui fait l'étude du béton armé, étude de la charpente, étude de l'électricité, fluide, etc. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de bureaux d'études qui peuvent faire tout ça. Vous avez CED, qui est le plus grand bureau d'études au Maroc, je pense, et vous avez, par exemple, des bureaux d'études comme OG qui ont toutes les structures pour faire toutes les études, travaux maritimes, béton armé, charpente, voilà, toutes les spécialités. Mais souvent, ce que vous avez, c'est un bureau d'études qui fait des études en béton armé, mais qui va sous-traiter le reste à des bureaux d'études. Ça veut dire le contrat signé entre le bureau d'études et le maître d'ouvrage, c'est un contrat qui comprend toutes les études béton. Pour toutes Merci. Je vous remercie beaucoup au nom de tous les élèves et de toute la présence. Et je vous invite tous d'ailleurs, parce que Silmouli, il a beaucoup d'expérience dans les projets de génie civil et il partage aussi son expérience, pas uniquement via des conférences, mais aussi sur YouTube. Donc je vous invite tous à voir ces vidéos YouTube qui sont vraiment un grand retour d'expérience. Moi-même, j'apprends beaucoup de ces vidéos parce que j'ai travaillé dans les entreprises et j'ai eu beaucoup de choses que je ne connaissais pas en fait, que je n'ai pas étudiées à l'école parce qu'ils sont propres au terrain. Donc M. El Mouli, via ses vidéos YouTube, il donne vraiment un grand retour d'expérience et ça va vous permettre d'avoir une grande longueur d'avance par rapport à d'autres élèves ingénieurs d'autres écoles. Donc je vous invite tous à voir ces vidéos, c'est vraiment très riche en termes d'informations. Et donc je remercie encore une fois El Mouli. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc merci El Mouli. Et maintenant je vais faire appel au président du club Génie Civil parce que eux aussi ils ont préparé un cadeau pour vous. أنا اللي كنت شايفه Je vous demande gentiment de rester devant, s'il vous plaît, Monsieur El Mouli et Monsieur Koustit, le président du club Génie Civil. Donc, on va prendre une photo de famille, hein, mais avant, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à l'organisation de cet événement parce qu'il est organisé totalement par les élèves Génie Civil. Donc, le caméraman, on le voit là, donc c'est un élève Génie Civil. Donc, je tiens à remercier Monsieur Fouad Berri, hein, donc c'est lui. Monsieur Fouad Berri, c'est lui le concepteur du flyer. Et je tiens à remercier aussi le caméraman, hein, Monsieur Ahmed Ilyas Omari. Vas-y, tu prends la photo déjà.
Et monsieur Imad Moutaraji, le trésorier du club Génie Civil. Mademoiselle Fedwa Liosfi, responsable de la cellule média. Et pour la logistique, je remercie monsieur Abdelghani, Fedwa, Marwan, Oumeima et Shaima et Reda, que je demande gentiment de passer pour prendre une photo de famille. Si vous permettez, un petit mot, donc, au nom du club, je vous remercie, monsieur, pour votre contribution fructueuse. Alors, les informations valent plus que 2 ans ou l'accès de l'expérience. Il y a beaucoup les ingénieurs sur chantier qui ne savent pas les informations. Donc, nous vous remercions. Mais je tiens à remercier la personne sans laquelle l'événement m'a c'est M. Mkawi. Pour cela, nous avons donné un cadeau. Merci, c'est gentil, moi aussi je suis surpris. Donc j'invite M. Mouli à passer au milieu là, on va prendre une photo. Et après, bien sûr, on va prendre une photo tous ensemble, d'accord? Video.